Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Nous allons démarrer cette session consacrée aux perspectives de long terme sur l'énergie et le climat. Alors c'est un petit peu fou de prétendre imaginer et prévoir ce qui va se passer dans 20 ou 30 ans, mais bon, il faut parfois être un petit peu fou pour savoir un peu où on va. Utilisera-t-on encore les énergies fossiles en 2040 ou 2050? Parviendra-t-on à faire beaucoup d'économies d'énergie? Les pays émergents vont-ils eux aussi changer leurs habitudes? Alors, pour répondre à ces questions, on va dire trois personnes qui vont nous initier à des choses théoriques et puis trois autres plus pratiques, plus concrètes. Alors, dans la première partie, Patrick Artus, chef économiste de Natixis, Jean-Marc Jancovici, président de The Shift, Roger Guénéry, professeur émérite au Collège de France, Isabelle Kocher, directeur général d'Engie. On dit directeur général? On ne dit pas directrice? C'est pas important. Patrick Pouyanné, président directeur général de Total, et David Kimmelfeld, président de la métropole de Lyon. On démarre avec Patrick Artus. Merci Jean-Paul, bon après-midi à tous. Je vais plutôt poser des questions, je crois, à nos différents invités, et aussi bien d'ailleurs sur les questions, ce que tu évoquais, aussi bien sur les points un peu théoriques que sur des points peut-être concrets. Et en fait, j'avais trois groupes de questions. Première question. Alors, mes camarades autour reconnaîtront à quelques questions plutôt, ils doivent répondre, je pense. Hein, donc, je ne vais pas les adresser directement. Première question, quelle peut être la vitesse de transition vers un modèle énergétique, appelons-le vert? Alors, vous avez tous vu les travaux récents de l'ONU. On n'est pas du tout aujourd'hui sur une trajectoire compatible avec les accords de Paris, de la COP21. Quand on fait les calculs, qui sont un peu compliqués, mais on arrive à trouver qu'aujourd'hui, le monde se situe sur une trajectoire à 3,7 degrés, hein, donc d'augmentation de la température fin du siècle, et pas 2, ni encore moins 1,5, et ceci avec à la fois la croissance du transport qui reste forte, la croissance des émergents, hein, des pays comme l'Inde ou la Chine qui continuent à avoir une croissance de leur consommation d'énergie fossile très rapide. Si on devait aujourd'hui se placer sur la trajectoire à 2 degrés, il faudrait que les émissions de CO2 de la planète diminuent de pas tout à fait 1,5% par an, à partir du niveau où nous sommes aujourd'hui. Or, elles augmentent de 1,5% par an. Hein, donc on est 3 points par an au-dessus de ce qui ferait 2 degrés. Et donc à nouveau, on est, si mes calculs sont justes, à 3,7 degrés. Donc le premier groupe de questions est de dire... est-ce qu'il faut extrapoler la situation présente? Et donc, est-ce qu'on va finir à 4 degrés d'augmentation de la température de la planète avec les conséquences que vous imaginez? Ou est-ce qu'il peut y avoir une transition plus rapide, hein, qui serait probablement une transition d'abord vers le gaz, puis en même temps vers les renouvelables? Donc, est-ce qu'on peut accélérer la vitesse de transition énergétique par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui? Comment est-ce qu'on traite le problème des émergents, par exemple de l'Inde, hein, qui utilise toujours énormément le charbon comme source de production d'électricité? Et quel est dans cette stratégie le rôle du nucléaire? Alors ça, c'est quand même plutôt pour mon voisin de gauche. Est-ce qu'il faut complètement oublier le nucléaire, ou est-ce que le nucléaire garde un rôle dans la transition vers un modèle qui soit plus économe en émissions de carbone? Voilà. Et à nouveau, c'est très impressionnant, hein, de voir qu'on est... de façon très robuste, hein, sur cette trajectoire qui est à peu près à 4 degrés. Vous voyez juste, et je finis sur ce premier point, 3 points de trop d'émissions de CO2 par an. Sans aucun progrès technologique, les émissions de CO2 ont une élasticité d'à peu près 0,50 au PIB, hein, ce qui veut dire qu'il faudrait, toutes choses égales par ailleurs, réduire la croissance mondiale d'1,5 point par an pour revenir sur la trajectoire à 2 degrés. Hein, donc voilà à peu près la taille de l'enjeu. Deuxième groupe de questions, quelle politique publique, hein, que peuvent faire les politiques publiques aujourd'hui pour améliorer cette perspective? Alors j'ai l'impression, mais Roger sûrement Guédry en parlera, qu'il y a un très gros consensus aussi bien chez les industriels que chez les économistes pour dire qu'il faudrait un prix mondial du CO2.
mais la probabilité que nous ayons un prix mondial du CO2 nous paraît assez faible. Les différentes estimations disent qu'il faudrait en gros que le prix du CO2 soit de l'ordre de 30 à 40 euros la tonne pour générer les bonnes incitations, pour que les bonnes décisions soient prises. Le contrat CO2 se promène suivant les jours entre 5 et 6 euros. Donc aujourd'hui, le CO2 est pratiquement gratuit. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Point important, et on en a parlé avec Roger il y a quelques jours, il y a énormément de réglementations dans le domaine de l'énergie et du climat sur les émissions des voitures, les bateaux, une nouvelle règle. Mais ces réglementations ne sont pas soutenues par un prix du CO2, ce qui veut dire qu'elles peuvent partir dans toutes les directions et en fait correspondent chacune d'entre elles à un prix implicite du CO2 qui est différent. Donc peut-être est-ce qu'on met beaucoup d'argent pour faire certains types d'économies à certains endroits et pas assez à d'autres. Si le CO2 valait 40 euros la tonne, on aurait quelque chose de beaucoup plus rationnel, où le carbone aurait le même prix partout. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Et si on n'arrive pas à avoir un accord mondial sur le prix du CO2, ce qui est probable, est-ce que l'Europe peut faire elle-même dans son coin un accord CO2 et taxer les CO2 aux frontières, ce qui est une proposition qu'on a vue? Est-ce que ça marche et est-ce que c'est faisable? Troisième sujet qui sont extrêmement importants, c'est les sujets technologiques, dont j'aimerais bien que personne autour de moi peut-être vous donne un certain nombre d'informations. Où est-ce qu'on en est des progrès technologiques? Et il y a un certain nombre de questions qui sont assez évidemment centrales. La première question, évidemment, c'est celle du stockage de l'électricité. Vous savez que quand on passe au renouvelable, on a ce qu'on appelle l'intermittence, c'est-à-dire qu'on produit qu'une partie du temps, il faut du soleil ou du vent. En moyenne, on compte qu'une source d'énergie renouvelable travaille à pleine puissance à peu près 30% du temps. Et donc, on a un problème de stockage, vous voyez, sur 70% du temps. Et si on n'arrive pas à régler le problème de stockage, il est totalement illusoire, évidemment, de penser qu'on pourra utiliser les énergies renouvelables comme source majeure d'approvisionnement énergétique. Puisque, à nouveau, aujourd'hui, si on fait 100 de capacité renouvelable, il faut y associer 300 d'une autre capacité thermique à côté à cause de l'intermittence. Alors, est-ce qu'on a des progrès perspectifs sur le stockage? Aujourd'hui, une des formes les plus importantes de stockage en sont les batteries. La technologie de batterie la plus moderne, c'est ce qui s'appelle lithium-ion. On arrive ici sans doute à une impossibilité d'abord physique, c'est-à-dire qu'il faut des batteries de plus en plus grosses, etc., pour stocker suffisamment d'énergie. Pour faire des batteries lithium-ion, il faut du cobalt, du lithium et des terres rares, et on en a des ressources limitées. En plus, avec des endroits très bizarres d'un point de vue géologique. Le cobalt est presque entièrement en République démocratique du Congo, et le lithium en Chine et au Chili. Et les terres rares sont à 90% en Chine. Donc ça crée une rareté et en même temps une dépendance grande vis-à-vis d'un petit nombre de producteurs. Donc est-ce qu'on fera des progrès dans le stockage? Est-ce qu'il y aura d'autres batteries avec d'autres technologies? Il y a la question de l'hydrogène. Est-ce qu'on peut penser que c'est la bonne source de stockage? Est-ce qu'on va rendre la production d'hydrogène plus efficace? Voilà, donc je crois que cette question de l'intermittence et du stockage est centrale, parce que ce que vous dites à 20 ou 30 ans ne peut pas être le même suivant que vous croyez qu'on arrivera à stocker, que vous n'y croyez pas. Deux points pour terminer. Est-ce qu'on fait bien tous les calculs correctement quand on évalue les effets environnementaux de telle ou telle innovation technique? Et je prendrai un exemple qui est celui de la voiture électrique. Les voitures électriques sont considérées comme un progrès. Est-ce que c'est tout à fait certain? Est-ce qu'on regarde toute la chaîne de production, de démantèlement, les batteries précisément et le reste? Est-ce qu'on regarde l'origine de l'électricité? Et donc, est-ce qu'on fait toujours l'effort d'avoir une vision scientifique intégrée, complète, quand on regarde une nouvelle technologie, de son effet global sur l'environnement? Et bien sûr, on voit dans le cas de la voiture électrique que probablement on peut régler le problème de pollution urbaine, mais pas probablement le problème de CO2, en tout cas pour l'instant. Donc voilà, donc 3 groupes de questions. Est-ce qu'on est condamné à rester sur la trajectoire à 4 degrés? Est-ce qu'on saurait mettre au moins en Europe en place des politiques incitatives qui soient correctes? Et quel est l'état de la réflexion dans l'industrie sur les problèmes technologiques les plus sévères? Merci. Jean-Marc Jancovici. Oui, c'est bien, le micro est censé passer comme ça. Bon, on a 4 minutes 30 pour répondre à tout ça.
Oui, je prends ce que je veux, oui, absolument. Dans mes modestes activités, j'en ai une qui est d'être enseignant. Donc je fais un cours à Paris, je suis désolé, pas à Lyon, pour des élèves ingénieurs. Ça fait 24 heures, et en 24 heures, j'arrive à décortiquer un peu 10% des questions qui viennent d'être posées. Donc ça veut dire qu'il faut que... Oui, enfin, ça veut juste dire que pour rentrer dans ce genre de sujet, malheureusement, en 1 heure, on va se livrer à quelques échanges d'avis et ça ira pas beaucoup plus loin que ça. Je vais faire je vais répondre à aucune des questions et répondre à toutes en disant que dans ce genre d'exercice prospectif, en fait, il y a une première grille de lecture qui est extrêmement utile, qui est de séparer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. Le lithium compte 3 protons et dans 50 ans, il comptera toujours 3 protons et il y a 50 ans, il comptait déjà 3 protons et ça ne changera pas. Le diamètre de la Terre, il est ce qu'il est, à peu près 13 000 km et il n'est pas prêt de changer dans les 50 ans qui viennent. Donc il y a un certain nombre d'éléments comme ça. Alors ça peut paraître des banalités ce que je dis, mais qui ne changeront pas. Et alors dans les 2 trucs majeurs qui ne changeront pas dans les 50 ans qui viennent, il y a la loi de conservation de l'énergie et les règles de 3. Et on se rend compte, quand on aborde ce genre de problème, que si on se contente d'utiliser à son profit la loi de conservation de l'énergie et les règles de 3, on est déjà capable de faire un tri extrêmement fort entre les diverses options qui s'offrent à nous. Et très souvent, le résultat de ce tri, il a une valeur d'usage qui est faible, non pas parce que le calcul n'est pas bon, mais parce qu'on vient heurter tout un tas de propos qui ont été affirmés 352 fois, et à force d'entendre 352 fois un truc, ça devient une vérité. On ne se pose plus à ce moment la question. Oui, juste pour ceux qui, comme moi, ne savent pas ce que c'est que la loi de conservation de l'énergie, un petit rappel. C'est ennuyeux que vous ne sachiez pas ça. Puisque hier soir, vous étiez aux 20h de France 2. Oui, mais on ne sait pas tout, on sait pas tout aux 20h. Et la loi de conservation... Du reste, aux 20h de France 2, j'ai noté avec beaucoup d'intérêt qu'en 3 minutes de temps, on a déploré que les affaires d'un parapétrolier aillent plus mal, pour juste derrière, le sujet d'après, déplorer qu'on ne fasse pas de progrès sur la question climatique. Bon. Juste après. Hein. Donc, j'ai bien fait de venir. Hein. Voilà. Et juste après, on s'est félicité du fait que la population augmente. Le sujet d'encore après. Alors, sur une planète qui fait toujours 13 000 km de diamètre. Je ne sais pas si c'était le but. Donc, la loi de conservation de l'énergie, elle dit un truc très simple. Elle dit que dans un système clos, l'énergie se conserve. Et de là, vous tirez une conclusion absolument majeure, qui est que toute énergie utilisée par les hommes ne peut être que extraite de l'environnement. D'accord ? On ne peut rien faire d'autre qu'extraire à notre profit une énergie qui existe déjà dans l'environnement, parce que si on était capable de faire autrement, on s'appellerait Merlin l'Enchanteur, ce qui n'est pas le cas. Et ça veut dire, par exemple, que dans les énergies qui ont été évoquées par Patrick, par exemple l'hydrogène, il n'y a pas d'hydrogène natif sur Terre, enfin il y a une quantité ridicule, et donc il faut le faire avec autre chose. On sait très bien le faire, il y a des tas d'industriels, Air Liquide le premier, qui sait extrêmement bien faire ça, mais il faut le faire avec autre chose. Donc à ce moment, il faut avoir une analyse en chaîne de valeur, en cycle de vie, pour savoir quel est le bilan global de toute cette affaire. Et extraire de l'énergie à notre profit, c'est quelque chose qui est d'autant plus facile que la source est concentrée et pas trop difficile d'accès. Et c'est la raison pour laquelle le pétrole, de notre ami Pouyanné, est la reine des énergies, parce que Mère Nature a concentré cette énergie en quelques dizaines ou centaines de millions d'années, avec un rendement, soit dit en passant, qui est totalement ridicule, de l'ordre de 10-12, et il n'y a qu'à littéralement se baisser pour la ramasser. C'est la raison pour laquelle le coût technique d'extraction d'un baril dans le désert saoudien, tant que les Saoudiens nous laissent le faire, c'est de l'ordre d'une fraction de centime par kilowattheure. Et à ce prix-là, une fraction de centime par kilowattheure. Et à ce prix-là, vous avez déjà la fonction de stock. C'est-à-dire que votre pétrole, vous l'avez extrait, vous vous en servez exactement quand vous voulez. Il n'y a pas de problème. C'est la raison pour laquelle on est passé des énergies renouvelables, qui étaient les seules énergies que nous utilisions il y a 2 siècles. Il y a 2 siècles, l'humanité était 100% ENR. Donc pour répondre à la question de Patrick, est-ce que c'est possible ? Oui, c'est possible. Physiquement, c'est possible. On a déjà fait, du reste. Est-ce que c'est le confort de vie d'aujourd'hui ? Jamais de la vie. Mais est-ce que c'est possible ? Oui.
Donc on est passé de ces énergies très diffuses, donc demandant beaucoup d'efforts pour être extraites de l'environnement, le vent, le soleil, etc., permettant des usages intermittents, donc la marine à voile, ça arrivait quand ça arrivait, puis quand ça n'arrivait pas assez vite, les marins avaient le scorbut, à des usages qui aujourd'hui sont totalement pilotables et totalement pilotés, et c'est ça qui fait qu'on est capable d'organiser la société avec des trains qui partent à l'heure, quelles que soient les conditions climatiques. Donc l'exercice auquel je vous invite, sans répondre précisément à aucune des questions, enfin on y reviendra tout à l'heure, non mais on peut après, ça sera un inventaire fastidieux à l'après-vert, c'est juste de dire que quand on raisonne avec quelques faits, avec quelques règles simples, je le redis, des calculs d'ordre de grandeur, je vais vous en donner un juste après, la loi de conservation de l'énergie, donc l'énergie doit bien sortir de quelque part, plus elle est diffuse, plus elle est coûteuse. Et ce n'est pas une question de taille de réservoir, c'est une question de capacité, de facilité à l'extraire de l'environnement. Et une fois que vous avez ces grandes règles, vous êtes capable globalement de commencer à vous y retrouver un peu dans toute cette affaire. Donc l'électricité, les voitures électriques, c'est pareil. L'électricité, il n'y en a pas dans la nature, sauf à brancher directement les voitures sur les éclairs d'orage, ce qu'on ne sait pas faire pour le moment. Et donc on l'a fait avec autre chose. Et donc l'électricité est une aussi bonne manière que la façon de la produire. Et d'une aussi bonne idée, pardon, que la façon de la produire, pas mieux et pas moins bien. Alors un petit calcul d'ordre de grandeur, juste pour finir là-dessus. Je me suis amusé, c'est un truc que je viens de mettre en ligne sur mon site, à faire une comparaison des capitaux qui sont nécessaires pour fournir l'électricité à un pays comme la France, mais en fait, ce n'est pas une affaire de quantité. J'ai fait une comparaison entre si on a le système actuel, que je qualifie en première approximation de tout nucléaire, et si on a un système qui est basé totalement sur des énergies que sont l'éolien ou le solaire, qui ne sont pas toutes les ENR, parce que l'hydroélectricité, qui est la première électricité d'origine renouvelable dans le monde, s'est fortement développée parce que, comme le pétrole, c'est une énergie concentrée. Les vallées d'altitude permettent de concentrer l'eau, et donc on retombe sur quelque chose de concentré et de pilotable. Et ça, c'est concurrentiel avec les énergies fossiles. Mais si je prends que de l'éolien ou du solaire, vous avez un rapport en gros d'un facteur 10 entre... donc il faut investir 10 fois plus d'argent pour avoir un système qui est 100% éolien plus stockage ou 100% sur barrage réversible, hein, pas sur batterie, parce que si c'est sur batterie, vous rajoutez plutôt un facteur 50. Donc ce genre de raisonnement, ça vous permet de faire le tri très très vite entre une politique publique qui a une chance d'arriver à ses fins et une politique publique pour laquelle vous pouvez parier toutes vos économies sur le fait qu'on n'y arrivera jamais. Voilà, ce qui peut avoir un intérêt pour votre patrimoine propre. Voilà. Merci. Roger Gomery. Oui, merci. Donc, le titre indique qu'on doit s'intéresser à l'énergie et au climat. Moi, mes connaissances sont surtout sur la politique climatique. J'ai écrit un rapport pour le Conseil d'analyse économique vers 2003 qui s'appelle « Kyoto et l'économie de l'effet de serre », dont je ne peux pas oublier que j'ai présenté la première version à Lionel Jospin et la seconde version à Jean-Pierre Raffarin. C'est des choses qui ne s'oublient pas. J'ai écrit pas mal sur des choses plus ou moins abstraites sur les questions de politique climatique et un livre grand public pour lequel je me permets de faire de la publicité ici, c'est bien l'occasion, qui s'appelle « Deux économistes face aux enjeux climatiques » que j'ai écrit avec Laure Stern, pour ceux qui le connaissent bien, Nick Stern, dont vous avez peut-être sans doute entendu parler. Mais je dois dire que sur les questions énergétiques, je suis un béotien. J'ai regardé des articles sur l'évolution de la production d'électricité pendant le XXIe siècle, mais c'est beaucoup trop abstrait et il me faudrait au moins 2 heures pour en parler. Par contre, j'ai des connaissances simplement de seconde main, il faut que je l'avoue, sur l'état et les perspectives de la recherche sur les renouvelables, sur les problèmes de l'équilibre du mix de production électrique, donc du système de distribution lorsque vous avez des sources d'énergie différentes. Et je suis aussi un peu ignorant des discussions européennes sur le paquet énergie propre qui se déroule actuellement, qui est préparé par la Commission. Alors là, j'ai une excuse parce que les propositions de la Commission atteignent environ 1000 pages et ça fait beaucoup, malgré tout, que je n'ai pas eu le temps de lire avant de venir ici. Alors je vais simplement garder ma casquette d'économiste. Je suis économiste et qu'est-ce que je vais dire ? Je vais dire d'abord que une politique climatique qui a
qui consiste à stopper les émissions décarbonées, se décline largement en politique énergétique. Et je vais évoquer ce qui sont l'idéal ou le fantasme des économistes. Une bonne politique climatique devrait faire émerger un prix du carbone dans l'espace considéré, dans l'espace de cette politique climatique. Cet espace considéré, ça peut être le monde. C'était l'objectif de Kyoto, faire émerger un prix du carbone mondial. Ça peut être l'Europe. On peut essayer de faire émerger un prix du carbone en Europe, etc. Et naturellement, une bonne politique climatique doit faire émerger un prix du carbone, mais aussi des perspectives plausibles de l'évolution de ce prix du carbone. Perspectives associées aux contraintes quantitatives, aux objectifs quantitatifs de cette politique climatique. Alors comment y parvenir? Ça, on sait qu'on ne sait pas très bien y parvenir, on ne sait pas très bien. Lorsque j'ai envisagé d'être dictateur mondial, j'avais donné ma solution, mais je n'ai pas été suivi. Je crains que les essais d'autres dictateurs soient voués au même sort. Je plaisante, évidemment. Alors pourquoi une politique climatique? Pourquoi un prix du carbone est une bonne chose pour une politique énergétique? Bien parce qu'il fournit un bon signal pour la réduction des émissions par les émetteurs. Il fait donc un bon signal pour le bénéfice d'une innovation. Et donc il fournit une incitation appropriée à investir, à emprunter pour investir. Et c'est naturellement c'est une incitation qui est plutôt plus raisonnable que celle fournie par les subventions quelque peu arbitraires, telles que l'on les pratique aujourd'hui. Alors naturellement, ça ne veut pas dire que c'est parce si on avait une bonne politique climatique, on avait un bon prix du carbone, tout se passerait bien. Naturellement, tout dépend naturellement de la qualité du signal, la qualité des anticipations de prix et la qualité de la dynamique interne de l'innovation. Par ailleurs, ça ne résoudrait absolument pas tous les problèmes. La rentabilité de l'innovation dépend, dans tel et tel secteur de renouvelable, dépend du coût du stockage, comme on l'a dit tout à l'heure. Ça ne résout pas le problème de la place du nucléaire, le poids relatif que vous mettez au risque nucléaire par rapport au risque climatique, qui découle qui détermine votre position sur le nucléaire. Alors, sans prix du carbone, pourquoi c'est gênant? Eh bien parce que vous avez diverses dimensions de la politique énergétique. Je vais prendre le problème de la sécurité d'approvisionnement, le problème de l'intégration des marchés, le problème de l'efficacité énergétique, le problème de la réduction des consommations d'essence par les voitures. Tous ces problèmes sont des chapitres de la politique énergétique dans lequel la discussion, si on dispose d'un prix du carbone, est extrêmement simplifiée et clarifiée. Dans lequel, sinon, le risque, sans prix du carbone, c'est qu'il y ait une dispersion considérable des prix implicites du carbone selon les chapitres. Donc une forme de gaspillage des ressources. Donc la recommandation de ce point de vue, c'est que pour chaque mesure touchant la politique climatique, dans un monde où on n'a pas de prix du carbone, il faut essayer de faire évaluer le coût implicite du carbone qui justifie cette politique. Je crois que ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Europe? Alors, est-ce qu'on a un prix du carbone en Europe? On a un marché qui s'appelle le European Trading Scheme, qui fait émerger un prix du carbone. Mais ce prix du carbone, non seulement n'est pas du tout à son bon niveau, on peut essayer de discuter pourquoi, j'ai écrit des articles disant, essayons d'analyser, et donc il est contre-productif, parce qu'il introduit du bruit dans les décisions sur la politique énergétique, dans les divers domaines de la politique énergétique qui sont inutiles. Alors, qu'est-ce que devrait faire l'Europe? L'Europe, elle devrait... j'ai encore une minute? Oui, 30 secondes. 30 secondes. Mais vous aurez le temps de revenir sur ces thèmes-là au fur et à mesure de la discussion, et puis pour répondre aux questions de la salle. Oui, donc alors l'Europe, comme l'a annoncé Patrick tout à l'heure, pourrait faire malgré tout
en l'absence d'un prix mondial du carbone dans des accords de type Kyoto, on pourrait imaginer une taxe carbone européenne. Une taxe carbone européenne avec, pourquoi pas, des ajustements aux frontières, autre grand chapitre sur lequel il faudrait plus de 24 heures pour discuter. Mais dans l'état actuel des choses, en l'absence de ce prix du carbone européen, compte tenu des interférences entre le prix du marché ETS, les subventions accordées aux renouvelables, qui utilisent le système de prix d'une certaine manière, mais de façon non coordonnée, je crois que ça ne se passe pas très bien et qu'on est dans une situation de faire une politique de l'énergie dans un environnement un peu kafkaïen. Voilà. Merci. Alors, on a entendu les économistes, maintenant les acteurs de ces marchés de l'énergie. D'abord, Isabelle Kocher. Merci Jean-Paul. Alors moi, je m'exprime, si je comprends bien, au titre de praticienne de l'énergie, comme vous avez dit tout à l'heure, et donc avec beaucoup d'humilité, parce que c'est une réalité qui est... cette transition énergétique, elle est à la fois... elle est porteuse d'espoir, je crois vraiment, et en même temps, elle est super exigeante en termes de pilotage pour tout le monde, je pense, à la fois pour les régulateurs, ça a été largement évoqué, mais aussi pour les acteurs industriels, puis pour nous tous qui sommes tous aussi des consommateurs de l'énergie et donc des acteurs. Il a beaucoup été question, là je trouve, de technologie. Moi je voudrais revenir un tout petit cran en amont. Je pense que ça n'est pas d'abord un sujet technologique en réalité. C'est-à-dire que de mon point de vue, c'est d'abord un changement de mentalité. Alors on peut discuter de la manière dont il est advenu. Moi je pense que le réchauffement climatique, problématique globale s'il en est, absolument globale, et c'est première fois sans doute que l'humanité fait face à quelque chose qui est aussi global que ce sujet-là, avec un réservoir de CO2 en circulation qui est totalement fongible, probablement jouer un rôle majeur dans ce réveil-là, mais toujours est-il que moi j'ai le sentiment que le monde a changé de lunettes, et que c'est d'abord ça qui s'est passé. Et ceci a généré des politiques publiques de subventions massives, et ça a démarré en Europe d'ailleurs. Mais c'est d'abord ça, puisque je me souviens bien qu'à l'époque, quand ce mouvement a démarré, les technologies renouvelables dont on parle aujourd'hui, elles étaient absolument hors d'atteinte en termes économiques. C'était exorbitant. Je me souviens des premiers tarifs de rachat de l'électricité produite à partir d'énergie solaire, 700 € du mégawattheure. Donc, et c'était, même si vous n'êtes pas très familier des prix de l'énergie, vous vous rendez bien compte que c'était extrêmement cher et totalement non économique. Donc, c'est d'abord une volonté politique, et cette volonté politique, elle se nourrissait de quelque chose qui est un mouvement profond de population. Moi, je crois que c'est d'abord ça qui s'est passé. Alors, depuis, les progrès ont été spectaculaires. 700 € du mégawattheure, c'était en 2008, si je me souviens bien. On est moins de 10 ans plus tard, et nous venons de répondre à des appels d'offres en dessous de 20 € du mégawattheure. Vous vous rendez compte de l'énorme bascule. On n'est pas du tout dans des progrès incrémentaux, là, on est dans des choses qui sont assez spectaculaires. Alors, je vous dis, je triche un peu, 700 € du mégawattheure, c'était en France, 20 € du mégawattheure, c'était au Moyen-Orient, mais quand même, retenez que tout ça évolue très, très, très vite, et ça continue. L'énergie à partir de solaire. Donc, je crois que, premièrement, c'est porteur de beaucoup de progrès. Disons-le, ensuite, il y a plein de sujets à régler qui ne le sont pas encore. Pourquoi c'est porteur de progrès ? Parce que même si tout le monde se désole qu'entre 1 et 2 milliards de personnes n'ont pas accès à l'énergie aujourd'hui sur Terre, personne ne voyait la façon de le faire d'une manière qui soit, disons, supportable du point de vue environnemental. Tout le monde sait que si on devait développer dans les continents qui ne sont pas équipés aujourd'hui en accès à l'énergie, les méthodes que nous avons appliquées ici, en Europe ou ailleurs, aux États-Unis, dans les zones développées, on fait totalement dérailler les équilibres. Donc, et là, pour la première fois, on voit qu'on entrevoit la façon de le faire, ce que je trouve qui est une avancée majeure, bon, même s'il y a un certain nombre de sujets à régler. Au passage, les pays émergents, dont on s'est tout un moment demandé s'ils allaient suivre ce mouvement de décarbonisation du mix énergétique, sont maintenant ceux qui tirent la locomotive. Pourquoi ? Parce que voir émerger un potentiel, un gisement
des ressources énergétiques qui ont toujours été là, en fait, hein, soleil et vent, qui étaient disponibles chez eux techniquement, mais pas économiquement du tout, qui étaient beaucoup trop chers, voir tout ce gisement qui bascule dans des zones économiques plus accessibles, plus performantes, pour eux, c'est un changement de décor majeur. Et c'est la clé probablement de leur indépendance énergétique. Donc, il ne faut pas s'étonner de voir que les pays émergents sont aujourd'hui ceux qui ont des objectifs en termes de développement renouvelable qui sont les plus importants. Plus, à vrai dire, que dans les zones développées dans lesquelles sont nés pourtant ces mouvements de développement du renouvelable. Bon, je pense que dans les pays développés, c'est une bonne nouvelle aussi. On voit bien que les villes s'asphyxient. Il y a le plan oxygène de la métropole de Lyon qui dit bien ce qu'il veut dire, je trouve. Comment est-ce qu'on remet de la qualité de l'air dans nos zones urbaines? On voit bien qu'il y a des tas de sujets sur lesquels on commence à buter sur l'impact de des méthodes qu'on a mises en œuvre jusqu'ici. Donc c'est fondamentalement une bonne nouvelle. Énormément de challenges sont encore devant nous. Le principal, c'est certainement l'intermittence, en effet. Je crois que les technologies de stockage, il n'y a pas besoin de faire de longs discours, elles sont à l'évidence en train de progresser. Moi, je crois beaucoup au gaz aussi, parce que on n'a encore jamais fait mieux, pour l'instant en tout cas, pour stocker de l'énergie. L'un de nos ingénieurs me disait il y a quelques jours que pour stocker sous forme de batterie l'équivalent de l'énergie qui est contenu dans un seul de nos stockages de gaz souterrain chez Engie, il faut empiler des Powerwall de Tesla jusqu'à la Lune et retour. Alors c'est une image, mais on voit bien quand même que le stockage de l'électricité à très grande échelle par des batteries traditionnelles, c'est un vrai challenge. Donc il y a des technologies qu'il faut aller chercher ailleurs, et gaz vert, parce qu'il faudra le verdir, probablement c'est une vraie thématique aussi. Et dans la catégorie des gaz verts, moi à titre personnel, je crois beaucoup à l'hydrogène, puisque on va avoir des électrons verts en surplus, puisque le solaire en particulier a la mauvaise habitude de produire au maximum à midi. Et quand vous regardez les profils de consommation, à midi, c'est justement pas là qu'on consomme le plus. Donc il y a des électrons en excès dans certaines périodes de la journée. Si on s'en sert pour provoquer l'électrolyse de l'eau, on sépare l'hydrogène de l'oxygène et on obtient de l'hydrogène vert, au sens où il n'a pas émis de CO2 dans l'atmosphère. Donc il y a des challenges. Énormément de pistes sont en train d'être débroussaillées par tout un tas d'acteurs dont Engie fait évidemment partie. Alors, un mot sur la stratégie que nous avons décidé de suivre. Nous sommes un acteur dans l'énergie depuis plus de 100 ans. On peut nous ranger d'une certaine manière au rang des acteurs traditionnels de l'énergie. Nous avons fait un choix qui est de se mettre à l'avant de cette vague. Alors pourquoi ? Parce que, d'abord, on a beaucoup d'atouts pour le faire, au plan de ce qu'on fait déjà à l'intérieur de notre groupe. Et puis parce que, à titre personnel, je suis convaincue que la meilleure façon de créer de la valeur dans la durée, c'est bien de s'aligner sur ce que, profondément, les sociétés veulent. Et de mon point de vue, les sociétés d'aujourd'hui, elles veulent cette transition énergétique. Donc nous avons fait un choix de se mettre à l'avant de la vague. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous avons décidé de sortir plutôt que les autres de ce qui, de notre point de vue, fait partie des fins de cycle. Donc nous avons en particulier décidé d'arrêter de produire l'électricité à partir de charbon. Nous avons lancé un plan de cession ou de fermeture important, 15 milliards de cessions, qui sont la traduction directe de ce que je viens de vous dire. Donc c'est pas notre stratégie, elle a des implications extrêmement concrètes. Et ces 15 milliards, on les réinvestit dans tout ce qui existe déjà aujourd'hui comme technologies qui sont prouvées, matures, qui fonctionnent, dans lesquelles on n'est plus dans une zone de recherche et développement. Donc il y a 3 métiers que nous faisons à très grande échelle aujourd'hui. Évidemment, la production d'électricité peu ou pas émettrice de CO2. Deuxièmement, le gaz, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même ce qu'on fait de mieux pour compenser l'intermittence du renouvelable. Puis troisième métier, c'est ce qu'on appelle, nous, les solutions intégrées, parce que je pense qu'on bascule dans un monde de services. C'est pas un mouvement qui est propre à l'énergie, d'ailleurs, mais qui est vrai aussi dans le domaine de l'énergie. Donc, chez Engie, peut-être vous nous connaissez surtout comme un producteur d'énergie. En fait,
Nous sommes pour les 2/3 de nos collaborateurs, c'est-à-dire 100 000 personnes sur les 155 000 que compte Engie dans 70 pays du monde, nous sommes déjà dans des solutions intégrées, c'est-à-dire qu'on fournit, ou pas d'ailleurs, une énergie propre, mais autour de ça, on fournit un service qui est directement prêt à l'emploi. Au fond, je pourrais le dire autrement, on suit cette énergie jusque chez vous, jusque sur le site de l'utilisation de cette énergie, et on la rend directement utilisable, alors sous forme de chaud, sous forme de froid, sous forme de ventilation d'air, sous forme de circuit, enfin de réseau de recharge de transport électrique. Voilà, donc 3 métiers dans lesquels nous investissons, et ça fait notre croissance des 3 ans qui viennent. Et c'est une croissance à plus de 5%. Je dis ça, c'est pour bien faire toucher du doigt qu'on est sur des vraies réalités d'aujourd'hui. Hein, c'est pas putatif, c'est pas quelque chose d'évanescent et de, comment dire, strictement futuriste. Puis en parallèle, nous investissons dans l'innovation pour préparer maintenant ce qui fera notre croissance à 5 ans et à 10 ans. Dedans, il y a l'hydrogène, il y a les gaz verts dont j'ai parlé. Moi, je pense que, pour terminer, justement, il faut accompagner le mouvement encore un peu plus qu'aujourd'hui. Ça ne va pas assez vite, ça a été dit tout à l'heure d'entrée, et je crois que c'est vrai. Les technologies, elles arrivent, elles vont être disponibles, c'est sûr. Maintenant, c'est une course contre la montre. Et nous ne sommes pas encore exactement à la bonne vitesse. Donc il faut changer les règles du jeu. Prix du carbone, c'est absolument indispensable. Vous avez parlé de l'Inde, moi je peux juste vous parler de l'Europe. Hein, parce que la même Europe qui a massivement investi dans le développement des renouvelables, en parallèle, est en train d'augmenter sa production d'électricité à partir de charbon. Pourquoi ? Parce que le charbon est très compétitif aujourd'hui. Les cours du charbon ont baissé sur la scène internationale. Ça veut dire que produire de l'électricité à partir de charbon aujourd'hui, c'est super compétitif. Bon, donc il y a, à mon avis, pas tellement de débat. Je constate qu'il n'y en a pas eu, là d'ailleurs. Tout le monde est assez d'accord pour dire qu'il faut un prix du carbone pour rétablir cet équilibre-là et faire en sorte qu'on arrête la production à charbon. Et puis il faut développer l'innovation. Je trouve que au fond l'Europe, elle a su développer des grandes filières technologiques, nucléaires en particulier. Je ne rebondis pas sur ce qu'a dit Jean-Marc Jancovici. Bon, il faut qu'on arrive à s'approprier les technologies renouvelables du futur. Et ça s'organise au niveau des acteurs privés, mais aussi de la puissance publique. Merci. Patrick Pouyanné. Bien, bonjour à tous. Bon, d'abord, quand j'aborde ce sujet, je voudrais rappeler simplement que le monde de l'énergie, il y a quelques fondamentaux. Le premier, c'est que l'énergie, c'est un des facteurs fondamentaux, primaires, de développement économique et social. Et que, où qu'on aille, le vrai challenge qu'on a, c'est que, et sur la planète, c'est que, quel que soit le pays, quelle que soit la zone, l'homme cherche, à avoir accès à l'énergie. Ça nous paraît évident ici, mais c'est pas évident partout sur la planète. 2, à ce qu'elle soit pas chère. Et le facteur prix de l'énergie est absolument fondamental. Et 3, et c'est là que ça devient compliqué, on a ajouté, il faut qu'elle soit propre avec le changement climatique. Mais le vrai challenge qu'on a tous, c'est d'être capable de combiner, en gros, l'accès à un coût abordable avec le fait que ça soit propre. L'accès à un coût abordable, c'est des challenges immédiats pour plein de gens sur cette planète, notamment tous les pays émergents. Eux, leur priorité aujourd'hui, c'est comment élever le niveau de vie, et pour cela, l'accès à l'énergie pas chère est essentiel. Et c'est un sujet à court terme. Le sujet de l'énergie propre, le sujet du changement climatique, la vraie difficulté, c'est que, Isabelle l'a dit, il est global. Le reste, alors que les décisions se prennent en général à l'échelle d'un pays, d'une entreprise, un groupe de gens. Et puis, deuxièmement, il est à une échelle de temps plus loin. Donc on cherche à régler un problème d'échelle de temps à 30, 40, 50 ans, un siècle. Alors c'est pas loin, mais c'est plus loin que des problèmes de développement économique qui, eux, sont à court terme. Et il ne faut pas se tromper. Quand on va dans les pays émergents, enfin je voyage beaucoup, et notamment en Asie, aujourd'hui, ce qui préoccupe
Les pays, l'Inde par exemple, qui est un excellent exemple. Je suis allé il y a quelque temps en Inde rencontrer le ministre de l'électricité. D'ailleurs, c'était assez amusant. En Inde, il y a un ministre du pétrole et du gaz et un ministre de l'électricité, du charbon et du renouvelable. Il y a 2 ministres. Et bien, celui de l'électricité, du charbon et du renouvelable, il m'a dit « Oubliez le gaz, c'est beaucoup trop cher. Nous, on fera du charbon et du solaire, mais on va faire du charbon. Et pourquoi? Parce que la seule ressource naturelle que nous avons, c'est du charbon. Que ce deuxièmement, nous avons consistant émis 2% des émissions de CO2 sur la planète. Et nous ne voyons pas pourquoi nous, on devrait payer notre énergie plus cher que les pays développés qui eux, eh ben, ont atteint la qualité de vie qu'ils ont aujourd'hui, le développement économique. Donc il y a un vrai débat prix versus climat. Alors la deuxième chose, pour te dire ces discours, en fait, je vais faire mes conférences, je n'ai pas beaucoup de discours, j'ai juste entre les mains un seul graphique, que vous ne verrez pas, qui est là, qui est simplement le scénario de l'Agence internationale de l'énergie, qui est un organisme indépendant de Total, hein, et de nous tous, ce que j'appelle le scénario 2 degrés. Alors j'ai sur la même planche le scénario 3,5 degrés, parce qu'effectivement, pour l'instant, on est sur 3,5 degrés. Je vous rappelle d'ailleurs que les États, lorsqu'ils ont signé l'accord de Paris, ont pris des engagements contractuels, enfin des engagements chaque État, et qu'on n'arrivait pas à 2 degrés. Hein. La somme de tous les engagements faisait, disons, un peu moins de 3 degrés. Donc il y avait des efforts à faire. Et alors, dans chez Total, on regarde tous ce sujet. Et pourquoi on le regarde d'ailleurs? Parce que fondamentalement, ce graphique, il nous dit comment nos marchés vont évoluer. Et alors, je voudrais juste le partager avec vous. Je me mets en 2040. Bon, d'abord, le point de départ. En 2016, je reviendrai là-dessus. D'abord, le premier constat qu'on fait sur ce graphique, entre 2016 et 2040, si on veut être en 2 degrés, c'est que la consommation dans 20-25 ans d'énergie doit être à peine plus importante que celle d'aujourd'hui, 5 à 10%. Alors que la population est censée passer de 7 milliards, mais il y en a 1,5 qui n'ont pas accès à l'énergie, donc 5,5 aujourd'hui consomment, à, disons, 8 milliards. Donc 2,5 milliards de plus de gens. Ça représente donc un gigantesque effort d'efficacité énergétique. Mais gigantesque. On l'oublie, mais la première condition fondamentale de l'accord de Paris, c'est d'éviter de consommer de l'énergie. C'est pas du tout évident, quand je veux dire, quand on se promène sur cette planète, hein, parce que tout le monde veut se développer économiquement, accès à l'énergie. Donc ça, c'est le premier effort. Après, on regarde comment est fait ce qu'on appelle le mix énergétique en 2040. Alors aujourd'hui, je voudrais juste rappeler quelque chose, et je vais répondre en même temps à une question. Le mix énergétique actuel, je suis sûr que vous le savez tous, mais je le répète, mondial, c'est 30% de charbon, 30% de pétrole, 20% de gaz, donc 80% des énergies fossiles qui, paraît-il, n'existent plus. Et puis après, vous ajoutez 5%, 5-6% de nucléaire, 5-6% d'hydroélectrique, comme ça a été dit, qui est le premier énergie renouvelable parce qu'elle est concentrée. Il faut ajouter de la biomasse, mais la biomasse, actuellement, n'est pas une bonne biomasse. C'est malheureusement, dans les pays émergents, des gens qui font de la cuisine avec du bois, et une biomasse qui fait du CO2, et puis les énergies renouvelables, c'est 3%. Ça, c'est l'actuel. Ce qui est frappant dans ce que je viens de décrire, d'ailleurs, c'est qu'il y a encore 30% de charbon, qui est considéré par nous comme une énergie du passé. Ça fait 1 siècle et demi qu'on le produit. Et pourquoi? Mais parce que le charbon, c'est l'énergie qui est la plus simple à produire et la moins coûteuse à l'arrivée. C'est tout simple. Il y en a encore 30%. Alors si on se met en 2040 à 2 degrés, qu'est-ce qu'on lit dans les scénarios de l'Agence internationale de l'énergie? Ben, le pétrole, alors le charbon devrait tomber de 30 à 15%. Le pétrole tomberait de 30 à 20%, 20 à 22%, et le gaz passerait de 20 à 25%. Il resterait quand même encore 60% d'énergie fossile en 2040-2050. Alors je reviendrai sur les conditions de cela, et après les énergies renouvelables trouveraient une place importante de l'ordre de 30%. Et donc il ne faut pas croire que la transition, elle doit avoir lieu, mais elle n'est pas non plus radicale. Enfin, je veux dire. Et simplement, ce challenge-là, aujourd'hui, on n'a pas toutes les technologies pour l'atteindre. Par exemple, pour le pétrole, ça voudrait dire qu'au lieu de produire 100 millions de barils, on devrait en produire que 75. Mais les véhicules électriques, ça n'élimine que 8 millions de barils par jour si tous les véhicules étaient électriques sur cette planète. Enfin, la moitié des véhicules étaient électriques en 2040. Donc la solution, il y a plein d'efforts de technologie à faire. Alors, pour faire cela, il y a quelques éléments qui me paraissent... Alors, est-ce que ça va lentement? Oui, mais il faut croire aussi à l'évolution des technologies. Enfin, je suis très optimiste sur le plan technologique. Parce que, encore une fois, Isabelle l'a dit, moi, en 2000 ou en 2005, on ne parlait pas d'énergie solaire ou d'énergie éolienne. C'est pas si vieux que ça, c'était il y a 10 ans. Qu'est-ce qui a fait d'ailleurs qu'on en parle? Et je vais revenir sur le prix. C'est simplement que le prix du pétrole est monté à $100.
Et comme le prix du pétrole est monté à 100 $, il est devenu trop cher. Et donc tout le monde s'est retroussé les manches pour se dire, mais bon Dieu, il faut trouver une énergie moins chère. Et ce 100 $ du pétrole a été le driver de l'émergence et des gens qui se sont dit, bon maintenant il faut améliorer ces technologies solaires, comme Total d'ailleurs, parce qu'on a investi là-dedans. Donc le signal prix est fondamental. Et c'est pour ça que sur le sujet prix du carbone, bien sûr qu'il faut un prix du carbone, et si Total, à la surprise de beaucoup de gens, est devenu un avocat du prix du carbone, c'est simplement parce que dans le débat gaz-charbon, le gaz est la bonne énergie, puisqu'une centrale électrique au gaz émet 2 fois moins de CO2 qu'une centrale électrique au charbon. Et d'ailleurs, juste en rêvant 2 minutes, une petite seconde, si nous étions capables aujourd'hui de transformer toutes les centrales au charbon de cette planète en centrales à gaz, nous serions immédiatement sur le scénario de degrés. Ce n'est pas des grandes technologies, ce que je viens de dire, c'est juste un problème de mentalité. Ce n'est pas impossible, parce que les centrales à gaz, on les maîtrise très bien. Immédiatement, nous y serions. Bon, alors naturellement, il faut convaincre beaucoup de grands pays, Chine, Inde, États-Unis, de le faire. Donc, le signal prix carbone est essentiel dans ce débat-là. Et il y a un pays qui l'a démontré, c'est le Royaume-Uni. Il l'a fait en live. Alors, l'Angleterre a des défauts, elle veut quitter l'Europe, mais elle a une qualité. C'est que les Britanniques ont décidé de mettre une taxe sur le CO2 de 18 livres. 18 livres, ça fait 20 €, 22 €. Donc, plus l'ETS, ça fait 25 €. Ben, 25 € la tonne, ça vient de se passer depuis 2 ans et demi, 3 ans en Grande-Bretagne. Le système électrique britannique a shifté du charbon au gaz. Immédiatement. Donc ce n'est pas des grandes théories, je sais bien qu'on me parle de prix mondial. Alors je ne suis pas un grand fan du prix mondial, je sais que la théorie économique dit qu'il veut qu'il soit mondial, mais parce que si on veut qu'il soit mondial, c'est le meilleur moyen de jamais l'atteindre. Jamais on ne mettra d'accord l'Inde et l'Europe sur le même prix du carbone. Mais jamais, c'est juste une vue de l'esprit. Et donc il faut être pragmatique, alors là c'est peut-être le côté praticien. Déjà faisons-le chez nous. Et pourquoi il n'y a pas de prix de carbone en Europe? Mais parce que personne ne le veut, je vais vous dire. Et on fait des systèmes hyper compliqués qui s'appellent l'ETS. Et je vais vous dire, le nouvel ETS, il ne marchera pas mieux que l'ancien pour une bonne raison. C'est que d'ailleurs, s'il devait marcher, vous devriez entendre plus de gens râler. Et vous entendez personne râler aujourd'hui. Donc on a fait un règlement super compliqué, auquel franchement, on décide des chiffres, 800 millions de tonnes de réserves carbone. Je ne sais pas d'où tombe ce chiffre, parce que de toute manière, le monde bouge. Et puis il n'y a personne qui râle. Donc tous les lobbies sont contents. Donc ça veut dire que ça ne va pas marcher. Moi, je suis convaincu qu'on va passer de 5 à 8 et qu'on va constater que ça ne marche pas. En fait, il y a un moyen simple, c'est juste de décider d'un prix. Il ne faut pas qu'il soit très haut. Il ne faut pas qu'il soit très haut, parce que si on dit qu'on va le mettre à 50, 100, on fait peur à tout le monde. Le prix du carbone est essentiel pour une autre raison. C'est parce qu'en fait, et notamment parce que si je décris le monde que j'ai décrit, à un moment, on veut une neutralité carbone. Donc il faut éliminer les émissions de CO2 liées au gaz et au pétrole. Ça s'appelle les technologies de capture et de stockage de CO2. Il faudra stocker du CO2 ou le transformer en produits chimiques, en matériaux, ce qui est une voie. Et là, avoir un prix du carbone, c'est extrêmement utile pour driver l'innovation, sachant que je suis convaincu qu'il ne faut pas aller chercher 100 $ la tonne, on fait peur à tout le monde. Une boîte comme Total, si nous payons 30 $ la tonne sur toutes nos émissions de CO2, ça représenterait 3 à 4 milliards de dollars par an. Je peux vous dire que si je dois payer 3 ou 4 milliards de taxes par an, la recherche et développement va s'accélérer très 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 vite. Il n'y a pas besoin de m'expliquer. Et mes ingénieurs et mes équipes, ils vont vite trouver des moyens. Donc il faut un prix. Il faudrait déjà que l'Europe le fasse, parce qu'on a à côté l'Europe et quelques grands pays développés. Canada, Californie, alors États-Unis, pour l'instant c'est compliqué, même si il y a des mouvements, y compris côté républicain, qui se prononcent de plus en plus pour une coalition carbone. Donc il faut des choses comme ça. Voilà ce que je voulais dire. Alors nous, face à ça, Total, nous on continue à devoir fournir l'énergie. Donc on est un groupe pétrolier, de plus en plus gazier, on l'a affirmé, et qui investit aussi dans le champ des énergies renouvelables, parce que fondamentalement on veut suivre l'évolution de nos marchés. Voilà. Merci. Autre acteur... utilisateur d'énergie, la métropole, Pardon, excuse-moi. Un propos qui va... D'abord, bonjour à toutes et à tous, pardon. Un propos qui ne va pas être technologique. Vous vous en doutez. Simplement, M. Pouyanné et Isabelle Kocher l'ont esquissé. Finalement, quand on parle d'énergie, on parle de notre quotidien. Pourquoi? Parce que derrière, il y a un certain nombre d'enjeux qui sont des enjeux, vous l'avez évoqué, des enjeux sociétaux, des enjeux environnementaux. Des enjeux environnementaux, d'abord, vous avez évoqué tout à l'heure la qualité de l'air. Aujourd'hui, la qualité de l'air, je resterai à l'échelle de la métropole, est un enjeu, bien sûr, de santé publique, tout le monde l'a en tête, mais c'est aussi un enjeu d'attractivité, parce que dans cette métropole aujourd'hui, les entreprises qui souhaitent s'implanter dans la métropole,
Il y a quelques années en arrière, la qualité de l'air n'était pas un sujet. Aujourd'hui, devient un sujet d'attractivité et les responsables d'entreprises qui souhaitent s'implanter nous demandent qu'est-ce que nous allons prendre comme mesure pour améliorer la qualité de l'air? Quelle est notre trajectoire pour améliorer la qualité de l'air? Car nos entreprises, nos talents ne viendront pas dans une métropole qui n'a pas un objectif, qui n'a pas des objectifs en matière d'amélioration de la qualité de l'air. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu social. Vous l'avez dit tout à l'heure, maîtrise de l'énergie, maîtrise aussi du coût de l'énergie, parce que directement au quotidien, ceci vient impacter finalement les personnes les plus vulnérables et quelque part aussi les personnes les plus démunies dans notre métropole. Et c'est un sujet extrêmement important, cette maîtrise de la dépense en énergie et des économies d'énergie. Et donc pour répondre à ces différents sujets, eh bien, il y avait plusieurs, en tout cas tenter de répondre et faire finalement d'une métropole qui soit en même temps dans l'attractivité, mais qui soit en même temps inclusive, c'est-à-dire attentive à ces problèmes-là. On avait une solution, c'était d'attendre que les choses se passent et que les choses arrivent d'en haut. Puis il y avait une deuxième solution, c'était de se dire comment est-ce qu'on peut faire pour maîtriser un peu plus notre destin à l'échelle d'un territoire? Comment est-ce qu'on fait pour au moins modestement peser sur notre destin en matière d'énergie? Alors on a fait une première chose, on a fait, quand je dis nous avons fait, c'est pas simplement la métropole, c'est avec l'ensemble des partenaires, dont certains sont ici d'ailleurs représentés sur cette tribune, mais aussi avec des associations, avec des entreprises, avec un certain nombre de nos habitants. Nous nous sommes dit on va faire un plan énergie-climat territorial en se fixant des objectifs. C'est des objectifs assez classiques, des 3 x 20, c'est moins 20% de consommation d'énergie, c'est moins 20% d'émissions de CO2 et c'est plus 20% d'énergie renouvelable. Et puis avec ces objectifs-là, on a décliné un certain nombre d'actions. Les premières ont porté leurs fruits parce que finalement cette métropole très attractive, elle a en 10 ans pris plus 10% de population et nous avons baissé nos émissions de moins 12%. Donc un certain nombre d'actions se sont déclinées à l'échelle des territoires, mais aussi en lien étroit avec les industriels. Et puis la loi nous a aidés puisque depuis 2015, les métropoles et la métropole de Lyon est responsable à la compétence énergie. Et donc nous sommes aujourd'hui en responsabilité sur les distributions d'énergie, gaz, électricité, les énergies renouvelables, les réseaux de chaleur. Et donc, parti de là, nous sommes face à une grande responsabilité. Et face à cette grande responsabilité, nous avons décliné avec l'ensemble de nos partenaires un certain nombre d'actions concrètes. Et je voudrais redescendre sur ces actions concrètes qui sont en lien avec l'ensemble de nos compétences, parce que nous avons la chance d'avoir les compétences sur l'habitat, sur l'urbanisme, sur le logement, sur l'assainissement, sur la collecte des déchets. Et donc nous avons mis en mouvement un certain nombre de compétences, un certain nombre d'actions, pardon. La première, ça a été de dire à nos prestataires, le développement du chauffage urbain, les réseaux de chaud et de froid, il faut aller plus loin en matière d'énergie renouvelable. Il faut se fixer un objectif qui aujourd'hui est de 62 ou 65% d'énergie renouvelable. Il faut tripler les raccordements autour du réseau de chaleur, de froid, du réseau urbain, ce qui bien évidemment répond à ces objectifs. Et puis nous avons travaillé beaucoup avec les industriels et sur les process industriels et notamment sur ce qu'on appelle l'approvisionnement innovant, c'est-à-dire comment est-ce qu'on récupère ce qu'on appelle la chaleur fatale, et en particulier ici pour celles et ceux qui habitent la métropole, qui connaissent un peu la vallée de la chimie, on voit toutes ces fumées qui partent dans le ciel, et c'est cet enjeu de récupérer cette chaleur fatale pour en faire de l'énergie qu'on peut réutiliser dans les process industriels. Ça a été aussi, vous l'avez évoqué tout à l'heure sur le photovoltaïque, la mise à disposition aujourd'hui dans un grand appel à projet de 87 000 m² de foncier dans la vallée de la chimie pour y installer des panneaux photovoltaïques. Une réponse supplémentaire autour des énergies renouvelables. Et puis c'est... sur la consommation d'énergie, eh bien ma foi, c'est un plan d'éco-rénovation pour accompagner les particuliers qui veulent isoler leur logement, qu'ils soient seuls ou en copropriété. C'est bien sûr tout le travail autour de la mobilité, des nouvelles mobilités, un plan oxygène, vous l'avez évoqué Isabelle Kocher, avec prochainement une zone de faible émission qui nous permettra aussi de peser sur l'entrée des véhicules les plus polluants sur notre métropole. Voilà ce que nous tentons de faire de façon assez modeste, mais de façon assez, responsable. Moi, j'entendais l'ensemble des interventions et je pense que c'est des actions mises bout à bout à l'échelle des territoires qui permettent sans doute de répondre à ces défis autour de l'énergie. Et je finirai juste par une formule. Ce que nous, on souhaite ici, c'est finalement avoir la bonne énergie au bon endroit et au bon moment. Et pour ça, on pense que les territoires ont un rôle extrêmement important à jouer aux côtés des grands acteurs de l'énergie, bien évidemment. Merci. 1 minute 30. 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 1 minute 30.
pouvoir interagir entre vous qui n'êtes pas toujours d'accord, mais surtout avec la salle qui commence à poser des questions. Alors il y en a plusieurs et de tous ordres, mais il y en a une qui m'intéresse. Le pétrole et le charbon n'est-il pas trop bon marché pour qu'on passe à autre chose? Faut-il le surtaxer? Et une autre question du même genre, nos économies ont vécu avec un baril à $100, c'était même un moment intéressant. Pourquoi ne pas avoir maintenu ce prix avec des taxes? J'ai pas de problème. Hein. D'ailleurs, le pétrole est énormément taxé. Hein. Enfin, depuis ce matin, d'ailleurs, c'est amusant, je vais vous le raconter. J'ai eu 2 interviews et il se trouve qu'il y a une nouvelle comme quoi le prix de l'essence augmente en France. Eh bien, c'est panique à bord. Donc, c'est la faute du pétrole qui monte. Mais dans le prix de l'essence, il y a 70% de taxes. Oui, mais les taxes n'ont pas augmenté la semaine dernière. Hein. Oui, mais elles vont augmenter un peu plus le 1er janvier, je peux vous dire. Beaucoup plus. Et beaucoup plus puisque le gouvernement a décidé d'aligner le diesel sur l'essence. Donc, moi, je vois des grandes contradictions. C'est-à-dire, d'un côté, et ça renvoie à ce que j'ai dit, on est tous d'accord, il faut aller vers une énergie plus propre, donc le diesel doit remonter, la qualité de l'air. Mais de l'autre côté, dès que le prix de l'énergie augmente, panique à bord, et naturellement, comme par hasard, cette communication est venue du gouvernement pour expliquer que c'était la faute des pétroliers, alors que dans le prix de l'essence, nous ne faisons que 30% du prix. Non, mais le prix du carbone, c'est une forme de donc, taxe. Les taxes sur le prix du carbone, c'est une forme de taxe mondiale ou oui, européenne. Mais j'ai pas de problème. Je dis que j'étais favorable. On peut y aller, on peut faire le prix du carbone. Et de toute manière, si on l'applique effectivement au CO2, celui qu'on va pénaliser le premier, ça va être le charbon. Et immédiatement, le gaz devient plus compétitif que le charbon à 20 € la tonne. Hein. Il ne faut pas 25. Hein. Il faut pas 100 €. C'est pas vrai. Donc c'est pour ça qu'on est favorable parce que ça sera très pratique. Et comme l'a dit Isabelle, le gaz, c'est l'énergie flexible, c'est l'hydrocarbure fossile qui permet de mieux se combiner à l'intermittence des renouvelables. Donc on n'a pas de problème là-dessus. Alors pourquoi le prix du pétrole y baisse? Parce que quand le prix est élevé, indépendamment du fait qu'il ouvre des nouvelles technologies, il y a plein de gens qui investissent, et quand ils investissent, ils produisent trop, et quand ils produisent trop, le prix tombe, parce que quand il est élevé, il y a un deuxième effet, c'est comme à la cours d'économie, la demande est moins forte. Donc prix élevé égale trop d'investissements, donc trop d'offres, pas assez de demande parce que prix trop cher, et puis nouvelles technologies qui viennent en concurrence. Donc ça se casse la figure. Et puis en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Comme on a moins d'argent, on investit moins, donc il y aura moins d'offres. Comme le prix du pétrole est pas cher, la demande explose. Il faut savoir que la demande de pétrole mondiale, malgré tout ce que je dis sur le climat, là, elle va augmenter en 3 ans 2 fois plus vite que les 3 années précédentes. On n'a jamais vu une aussi grande croissance en ce moment-là. 15, 16, 17 parce qu'il n'est pas cher. Et puis effectivement, c'est pas bon pour les énergies concurrentes. Mais le problème, c'est que l'idée de stabiliser du pétrole, c'est juste une vue de l'esprit. Est-ce qu'une taxe pourrait le faire? J'entends plutôt des gens qui veulent qu'on enlève les subventions au pétrole qui ont lieu à droite à gauche pour essayer de le cantonner. Donc je pense qu'on a des matières premières dont la fluctuation suit des lois d'offre et de la demande. Mais le prix du CO2, qui est une externalité par rapport à tous ces choix d'énergie, est la bonne réponse, puisque si on met un prix du CO2, on price, et donc on met le prix de l'externalité dans le prix des énergies, et du coup on choisira en fonction de cette contrainte, si on veut vraiment la mettre sur la table. Voilà comment je vois le sujet. Je vais faire un petit complément par rapport à ce qui a été dit, auquel je souscris tout à fait. La manière de faire monter le prix d'une énergie, le prix du CO2 est une taxe comme une autre. Il y a 2 façons de le faire, ou bien on attend que pour des questions de raréfaction de l'offre, ce soit le prix qui monte tout seul sur le marché, ou bien on décide de taxer délibérément l'usage. Dans le deuxième cas de figure, le consommateur ne peut pas se plaindre de ce que le citoyen a souhaité. À un moment, il faut quand même qu'il se mette raccord avec lui-même. Il y a une énorme différence entre la taxe à la consommation et la hausse sur le marché, c'est que l'argent ne va pas dans la même poche. Si vous taxez à la consommation, c'est de l'argent qui ne sort pas du pays. La fiscalité, elle alimente le pays, donc on vous prend dans la poche gauche et puis on vous remet dans la poche droite des enseignants, des flics, même si vous ne souhaitez pas y avoir affaire, des juges, si vous souhaitez encore moins y avoir affaire, et autres choses de cette nature que l'État vous fournit. Alors que si vous attendez que le prix monte tout seul sur le marché, à ce moment, l'argent, il ne va pas chez les fonctionnaires français, il va chez les fonctionnaires russes qui, comme chacun sait, sont beaucoup plus soucieux de notre sort que les fonctionnaires français. Voilà, donc il y a une énorme différence. Non, mais souvent, j'ai entendu dire il suffit d'attendre que le prix du pétrole monte et à ce moment, on fera ce qu'il faut. Dans un pays qui importe la totalité de ses hydrocarbures, il me semble que c'est un peu dommageable de raisonner ainsi parce que ça veut dire en gros qu'on accepte l'idée que l'argent va aller chez les autres.
Oui, d'accord. Lorsqu'on parle du problème du prix du carbone, il y a évidemment toute une série de solutions différentes, mais un des éléments de discussion chez les économistes, je reprends ma casquette, c'est l'effet que la politique en question, qu'il s'agisse d'une politique de taxation, une politique de mise en place d'un marché de droit à l'échelle, etc., c'est l'effet qu'elle aura sur le prix des carburants fossiles, et sur le prix des pétroles. On a dit très souvent qu'une taxe carbone mal conçue diminuerait le prix du pétrole et donc que son effet incitatif sur le prix total du carbone serait plus faible. Il y a un économiste allemand très connu, Hans Werner Sinn, qui a beaucoup écrit là-dessus. Et dans un débat sur les bonnes manières de procéder à l'affichage d'un prix du carbone, l'interaction entre la méthode que l'on utilise et le prix du pétrole, par exemple, est un des éléments importants de la discussion, ce que je voulais dire. Non, mais je suis d'autant plus d'accord que ce que nous faisons en France, c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. On se targue en ce moment de faire des taxes sur le CO2, mais on les fie à des axes sur les carburants. Ça n'a aucun impact sur le comportement des consommateurs. Parce que pour eux, ils voient un prix de l'essence. Ce n'est pas la bonne façon de faire. Ça n'a pas d'impact. Je veux dire, c'est pas, on dit qu'on est en train d'augmenter la taxe sur le carbone dans la fiscalité française. Oui, non, on augmente des taxes sur les carburants et comme les gens de toute manière doivent les utiliser, ils les utilisent. Et ça n'a pas d'impact sur le comportement des gens. C'est pas vrai. Ça n'a pas d'impact, d'ailleurs, non plus sur l'évolution des technologies en question. C'est pas une taxe incitative. C'est pas une taxation écologique incitative. C'est pas vrai. Alors une question de la salle. Si tout le monde, oui. Non, je voudrais évoquer, moi, un grand absent dans tout ça, c'est les économies d'énergie. Parce que depuis tout à l'heure, on est en train, alors par différentes voies, mais de dire, en gros, le prix de l'énergie risque de monter, soit parce qu'on va taxer de plus en plus des énergies carbonées, soit parce qu'on va passer à du renouvelable plus stockage, qui est encore très cher aujourd'hui. Bref, de toute façon, c'est difficile d'imaginer à court terme, je pense que ça viendra ensuite, mais seulement ensuite, des prix d'énergie qui baissent. Donc la variable de bouclage qui est absolument indispensable à tout point de vue, qu'on parle de précarité énergétique, qu'on parle de compétitivité industrielle, qu'on parle de simplement caractère supportable du prix de l'énergie pour nous tous, la variable de bouclage dont je trouve personne ne parle, ce sont les économies d'énergie. Je vous ai dit tout à l'heure, nous nous efforçons de suivre l'énergie jusque dans ses usages et on s'aperçoit à chaque fois qu'on le fait, et à chaque fois qu'on se met à gérer vraiment finement, big data à l'appui, algorithmes, logiciels, capteurs, etc., digital à l'appui, quand on commence à faire ça, on arrive à générer 20%, 30% d'économie d'énergie, assez couramment. Pas absolument systématiquement, mais assez couramment. Mais c'est pas marginal, ce dont je suis en train de parler. Alors, vraiment, ça me frappe, parce que dans tous les pays dans lesquels nous sommes présents, la traduction la plus fréquente de la transition énergétique, c'est développement massif de renouvelables. Très bien. Mais il ne faut pas oublier la composante négawatt, si on peut l'appeler comme ça, parce que sans elle, assez vite, je pense, on va buter contre une sorte de limite qui va être celle de la compétitivité des prix de l'énergie. Or, encore une fois, les technologies sont disponibles. On peut gagner massivement 20%, 30% pour un confort égal, parfois supérieur, de la consommation d'énergie aujourd'hui. Juste pour revenir d'un mot sur la taxe carbone, parce qu'en vous écoutant, quelqu'un a demandé, mais puisque tout le monde est d'accord dans cette salle, pourquoi cette taxe carbone n'a pas lieu? Mais parce que ceux qui ne la veulent pas ne sont pas là. Alors c'est qui? Mais c'est les utilisateurs. Qui sont les utilisateurs d'énergie. Vous savez, je vais vous dire, même, j'ai une anecdote que je n'aurais pas dire, mais moi j'étais patron du raffinage et de la pétrochimie de Total à un moment où il fallait tout restructurer en Europe. J'étais le plus fervent opposant à une taxe sur le carbone, parce que j'étais un énorme consommateur d'énergie. Je suis devenu patron de Total et j'ai réalisé au bout de 8 jours qu'il fallait que je devienne pro-carbone, pro-taxe carbone. Vous voyez, comme quoi on change en fonction des critères sur lesquels on est jugé. Non, mais il y a pas les absents dans cette salle, ce sont les gens qui sont des gros consommateurs d'énergie. Et en Europe, l'ensemble des industriels qui sont des gros consommateurs, et notamment, il faut être clair, les chimistes allemands et autres manufacturiers allemands, ne veulent pas
que la taxe monte. Pour ça, quand je disais le TS ne marchera pas, la preuve, vous entendez personne pleurer. Alors, il faudrait être capable de combiner, ça a été dit par Patrick Artus, la taxe carbone sur l'Europe, avec, d'ailleurs le président Macron l'a repris dans ses propositions, un concept de taxe à l'import, enfin ce qui, objectivement, quand on étudie le sujet vu de l'OMC, est extrêmement compliqué à établir. Extrêmement compliqué. Moi, j'en ai longuement parlé avec notre ancien directeur général de l'OMC, Pascal Lamy. Lui, il me dit, ça ne tient pas la route d'un point de vue commerce international. Mais c'est clair qu'il y a un risque de fuite de carbone si l'Europe toute seule met une taxe. À mon avis, ce n'est pas tout à fait vrai. Si on va à 15 €, 20 €, le système industriel européen peut absorber 15-20 € et faire des efforts qui, à mon avis, peuvent même nous donner, comme l'a dit Isabelle, un ressort de compétitivité qu'on pourra exporter derrière. Il faut voir les sujets positifs. Il faut arrêter d'être frileux sur ce sujet-là, d'où le fait que nous nous sommes positionnés, même chez toi, là où j'ai aussi, je vous rappelle, je suis co-consommateur affineur pétrochimiste, sur une taxe raisonnable qui permettrait de faire bouger tout le système, parce qu'on se dit, sans nécessairement une border tax qui viendrait compléter le truc, qui me paraît très compliqué à mettre en œuvre. Ceci étant, j'ai l'impression que le président Trump est en train d'en introduire une dans sa nouvelle législation fiscale. Pas la même, mais enfin, oui, mais tout ça, c'est le même mouvement de protectionnisme. Oui. Juste un point. Une taxe carbone, on peut l'imaginer au niveau mondial. On peut l'imaginer au niveau européen. Moi, tout à l'heure, quand j'ai parlé de taxe carbone, j'ai parlé d'une taxe carbone au niveau européen, avec un mécanisme d'ajustement aux frontières, éventuellement. J'ai lancé l'idée comme ça sur le tapis. Mais au niveau européen, on a mis à la place de la taxe carbone le marché de schéma de European Trading Scheme, le UETS qui est actuellement en place et qui concerne 50% des émissions, enfin les émissions du secteur industriel et pas les émissions de l'ensemble des Européens. Pourquoi on n'a pas pris une taxe carbone ? Bien pour des raisons juridiques. On peut créer un marché de droit en Europe, à la majorité des États. On ne peut pas créer une taxe sans unanimité. Même si ça avait les effets tout à fait identiques en l'occurrence, il y a une difficulté juridique. Je pense que pour l'Europe, la bonne solution aurait été de faire une taxe carbone au sens strict du terme. Voilà. Jean-Marc Jancovici. Oui, deux compléments. La première, alors là je vais m'inscrire un peu en porte-à-faux avec ce qu'a dit Patrick Pouyanné en disant à 30 ou 40 € les industriels meurent. Je ne suis pas complètement sûr. Quand le baril passe de 50 à 100 $, c'est comme si on rajoutait une taxe carbone à 100 € la tonne de CO2. Le baril, je crois, est passé de 50 à 100 $. Il est même resté à 100 $ pendant quelques années. On n'a pas vu la totalité de l'industrie s'écrouler. Donc il y a quelques personnes qui ont... Mais la taxe était mondiale, c'était pas européenne. Oui, c'est vrai. Mais bon, par ailleurs, il y a quand même beaucoup d'industriels qui crient avant même d'avoir mal. Si on prend l'exemple du ciment, le ciment est un pondéreux pas délocalisable. Les cimentiers, quand ils crient au propos du prix du carbone, c'est une posture. Tout ça, c'est du grand guignol. C'est pareil pour une partie des autres pondéreux. Enfin, c'est juste histoire d'être raccord avec leurs petits copains. C'est pas au sein du syndicat des industriels. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que la taxe, en fait, et là je vais être de nouveau d'accord avec Patrick, elle n'a aucune raison d'arriver de manière homogène mondialement. Donc en fait, il y a déjà, pour répondre à la question qui a été posée, des taxes carbone qui arrivent en Europe. L'année prochaine, elle va passer à 45 € la tonne de CO2 en France sur les consommations domestiques d'énergie. Les Suédois en ont mis une chez eux, les Anglais en ont mis une chez eux sur l'électricité, etc. Donc il en arrive. Mais le grand soir, si cher aux Français qui adorent les systèmes blancs et noirs, lui, par contre, qui voudrait que instantanément on en ait une à, je sais pas quoi, 55,2 € la tonne, applicable mondialement partout et tout le temps, celle-là, elle n'arrivera jamais. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure. David Kemmerfeld. Oui, je suis assez frappé par le débat qui tournerait depuis un petit moment autour de la taxe, les taxes, le coût. On va parler d'innovation après, il y a des questions là-dessus. Et je pense qu'il y a... Non, mais c'était la question posée, mais je l'ai bien entendu, la question, mais simplement, je pense qu'il y a d'autres réponses complémentaires. Isabelle Cocher parlait
de l'économie d'énergie qui est un élément extrêmement important. Et donc, de la même façon que le changement des comportements est extrêmement important en matière d'énergie. Ce n'est pas simplement un marché, des taxes, des coûts, c'est aussi des comportements qui se modifient. Ces comportements, ils ne se modifient que s'il y a bien sûr une alternative proposée, des alternatives proposées. Et tout à l'heure, j'évoquais moi la mobilité qui est une façon de faire baisser la consommation d'énergie, parce que quand dans un pays, dans une métropole, dans une ville, on développe des réseaux de mobilité autres que la voiture, qu'on offre cette alternative, pas qu'on soit dans la contrainte, mais qu'on offre cette alternative, de fait, on amène une réponse, certes modeste à l'échelle mondiale, à la consommation d'énergie. Quand on pousse l'innovation sur la construction, quand on pousse un certain nombre de ce qu'on appelle aujourd'hui des écoquartiers qui aujourd'hui se fixent notamment comme objectif de consommer moins de CO2 en 2025 qu'ils ont consommé en 2000, je pense que c'est aussi une réponse en matière de consommation d'énergie. Et puis je pense qu'il y a aussi une volonté, je pense, collective. Je crois qu'il y a une prise de conscience qui va au-delà des taxes, qui va au-delà du coût de l'énergie. Il y a une prise de conscience de l'état du monde tel qu'il est aujourd'hui en matière de développement durable. Et je pense qu'il faut compter aussi sur cette bonne volonté aidée et bien accompagnée de la population pour prendre conscience qu'il ne s'agit pas simplement d'être taxé pour avoir peur, mais d'avoir un comportement responsable pour consommer moins. Je pense que c'est aussi une des pistes d'amélioration de la situation. Patrick, Arthus. Je voulais juste pour revenir sur la question globale, hein, parce que Isabelle nous parle de son entreprise, qui évidemment peut avoir une stratégie extrêmement différente. Maintenant, si on prend la chance globalement, c'est-à-dire pas simplement vu de ENGIE, je crois que le problème, on est tous à avoir dit ici, il me semble, le problème, c'est pas vraiment, ce ne sont pas les pays de l'OCDE. Hein, dans les pays de l'OCDE, la consommation les émissions de CO2 diminuent. Hein, et on est sur une trajectoire relativement vertueuse. Elle diminue de pratiquement 1% par an. Le problème, ce sont les émergents. Hein. Dans les pays émergents, la consommation d'énergie augmente de presque 4% par an, hein, et avec une sensibilité au prix qui est extraordinairement faible. Donc je ne sais pas comment on vient à bout de ce problème. Autant nous, on pourra avoir des taxes carbone en Europe. D'ailleurs, il faut rappeler que si on met une taxe que les autres n'ont pas, normalement le taux de change s'ajustera. Hein, quand on a sa monnaie, on a le droit d'avoir des taxes qui ne sont pas les mêmes des autres. Donc l'argument de compétitivité européenne, il est quand même extraordinairement douteux. Hein. Donc on pourra avoir une taxe carbone européenne, ça réglera absolument rien du problème global, qui est le problème des consommations d'énergie et des émissions de CO2 des émergents. Et ce problème-là, Patrick et Isabelle en parlaient, il est absolument inextricable, hein, parce qu'on n'a pas de possibilité technologique d'offrir aux émergents un autre mix énergétique rapidement que celui qu'ils utilisent aujourd'hui et qui fabrique 4% de croissance de leurs émissions de CO2. Il y a beaucoup de questions sur les technologies, l'innovation, notamment pourquoi on n'utilise pas plus la chaleur de la Terre. Est-ce que quelqu'un a une réponse là-dessus? C'est la géothermie, c'est ça qui est visé? Il n'y en a pas tant que ça, tout simplement. C'est une énergie qui se déplace très très mal. Donc en gros, quand vous avez une source géothermique, il faut mettre la centrale électrique quasiment sur la source, parce que sinon, c'est très inefficace. Donc c'est pas très rentable, en fait. Vas-y. Non, c'est pas du tout intéressant pour faire de l'électricité, parce que M. Carnot a dit que pour faire de l'électricité, ce qui comptait, c'était la différence de température entre la source chaude et la source froide. Et en allant chercher les calories dans les entrailles de la Terre, c'est pas très intéressant. Mais par contre, il y a un usage qui est extrêmement intéressant, c'est pour remplacer, alors je suis désolé pour mes deux voisins de droite, le gaz et le pétrole dans le chauffage des habitations. C'est ce qu'on appelle la pompe à chaleur. Donc la pompe à chaleur, en gros, va chercher des calories dans l'air ou dans le sol. C'est plus efficace dans le sol, ça coûte plus cher. Et ça, c'est une énorme marge de... Donc c'est une énergie renouvelable. Et en fait, tout à l'heure, Roger Guenry a joué à Si j'étais dictateur. Moi, je vais jouer à Si j'étais Macron. Si j'étais Macron, je passerai demain matin les 5 ou 6 milliards d'euros de subventions aux énergies renouvelables électriques qu'on est en train de fournir dans ce pays aux pompes à chaleur pour remplacer le gaz et le fioul dans le chauffage. Voilà, c'est tout autant des ENR. Et là, par contre, on tape dans 15 à 20% des émissions de CO2 du pays. Je suis absolument d'accord avec vous. Ce qui est très intéressant dans la géothermie, c'est que c'est une source renouvelable non intermittente. À vrai dire, c'est la seule.
Vous pompez dans le sol la chaleur quand vous en avez besoin, vous la laissez dormir surtout quand vous n'en avez pas besoin. Donc en termes de souplesse, c'est excellent. Alors, quand on disqualifie la géothermie, en général, c'est parce qu'on pense modèle centralisé. C'est-à-dire on pense grandes usines de production d'électricité ou grandes usines de production d'énergie. Moi, je pense que le monde, il se décentralise du point de vue de l'énergie. Non seulement il se décarbonise, ça c'était le mouvement initial, c'est comme ça que sont nées les technologies renouvelables, c'est la volonté de décarboner. Très bien. Il se trouve que, et ça c'était pas écrit d'avance, les technologies qui ont maturé depuis 10 ans, elles se décentralisent très bien. C'est-à-dire on peut les accommoder à très grande échelle, et on le fait, je veux dire, on construit des très grandes fermes éoliennes, solaires, qui font des hectares entiers, ça peut être gigantesque. Et en même temps, c'est efficace à petite échelle, ce qui fait qu'on se met à penser le monde de l'énergie autrement, où l'énergie, et les spécialistes nous disent à terme, elle sera probablement assez massivement produite sur le lieu même de la consommation. On nous dit jusqu'à 50%. Alors, 50%, c'est très loin d'ici, c'est 2050, 60, puis c'est un 50% qui vaut ce qu'il vaut. Mais quand même, c'est un autre mouvement de fond, ça. Et bien, dans ce contexte-là, et je rebondis sur la géothermie, parce que alors là, typiquement, la géothermie s'inscrit dans ces modèles décentralisés. Vous allez pomper la chaleur de la Terre au droit de votre maison ou de la ville, vous alimentez des réseaux de chaux, ça marche très bien. Simplement, il faut changer de logique et se dire qu'une partie importante de l'énergie, désormais, elle sera produite, gérée, consommée sur place. On n'a pas le président de la République, mais on a le représentant de la métropole et il y a des questions sur les subventions et notamment celle-ci. Pourquoi la métropole n'aide pas à l'acquisition de véhicules électriques? Ça, c'est une question pour David Kimmelfeld. Non, d'abord, la métropole, effectivement, à ce stade-là, n'aide pas à l'acquisition de véhicules électriques, sauf si vous considérez que les vélos électriques sont des véhicules, et auquel cas la métropole a déjà accompagné et réaccompagnera à partir du mois de janvier, puisqu'elle prendra la suite de la prime qui a été instituée, une prime nationale pour accompagner celles et ceux qui achètent des vélos électriques. Et moi, j'ai proposé qu'on mette à l'étude pour monter d'un cran celles et ceux qui aujourd'hui utilisent des vélos électriques utilitaires, parce qu'aujourd'hui se développe, en tout cas dans notre ville, un certain nombre d'artisans, de professionnels qui utilisent des vélos électriques pour aller. Alors, ce sont des artisans, des plombiers, un certain nombre d'électriciens. Enfin, je passe notamment celles et ceux aussi qui font du soin à domicile. Enfin, on essaye de réfléchir à cette idée-là, justement pour accompagner, y compris les professionnels. Mais on n'est pas effectivement au stade où on accompagnera à l'achat des véhicules électriques. 6 véhicules étaient des voitures, ça paraît en termes budgétaires relativement important. Comme on a promis de finir cette séance à l'heure, on va faire un mot de conclusion. Je vous demanderai 1 minute chacun, en commençant peut-être par vous, David Kimmelfeld, si vous avez un mot à rajouter, et on terminera ici. Pris suffisamment la parole. Je crois que le message que moi je souhaite faire passer, c'est encore une fois ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que cette affaire d'énergie, de consommation d'énergie, de coût de l'énergie, passe aussi par un certain nombre, sans avoir la prétention de régler, bien évidemment avec des mesures locales, une situation mondiale telle qu'elle a été évoquée ici, mais je pense que le changement des pratiques, les mesures qui peuvent être prises sur les territoires, et j'en ai donné quelques exemples, contribuent, et je pense que si l'ensemble des territoires et l'ensemble des grandes métropoles dans le monde, parce qu'aujourd'hui on a des grandes métropoles dans le monde, prenaient un certain nombre de mesures, on réglerait en tout cas un certain nombre de problèmes sans attendre de grands débats autour du coût de l'énergie, mais je pense qu'on arriverait à régler et à amener quelques réponses pour un monde un peu plus équilibré. Roger? Oui, moi je suis intervenu un petit peu en marge sur les questions de politique climatique globale. Votre conclusion? C'est le sujet sur lequel je m'intéresse. En ce qui concerne ce qu'on dit aujourd'hui, je ne peux que répéter ce que j'ai dit dans mon introduction, à savoir que toute chose qui va dans la direction d'une annonce du prix du carbone, même si c'est un prix réel, avec toutes les difficultés que ça comporte, mais ça pourrait se faire par exemple au niveau européen, on l'a dit tout à l'heure, hein, ou qu'il s'agisse d'un prix virtuel que l'on utilise dans le calcul économique, permet de désenchevêtrer les diverses dimensions de l'intervention. Hein, lorsque vous faites des voitures qui consomment moins d'essence, vous avez plusieurs objectifs. Vous avez l'objectif
diminuer la pollution urbaine, vous avez l'objectif de diminuer les émissions de gaz carbonique, et, qui est un sous-objectif de la politique climatique. Et de même, lorsque vous faites dans d'autres domaines, quand vous faites de l'efficacité énergétique, vous faites également de la diminution de la consommation d'énergie parce que les gens ne prennent pas de bonnes décisions sur la base du système de prix, et des choses qui sont liées à la politique climatique. Lorsqu'on n'a pas de signal de signal prix ou quelque chose qui en tient compte, on risque d'avoir des politiques nombreuses, multiples, mais incohérentes. Merci. Jean-Marc Jancovici, votre conclusion? Puisqu'on est aux journées de l'économie, je vais en parler un tout petit peu. Je vais rappeler juste une chose, j'aurais pu commencer par ça tout à l'heure, c'est rappeler la définition de l'énergie. On a beaucoup parlé de l'énergie pendant ce débat, comme si c'était une chose qu'on achète et une chose qu'on utilise. En fait, c'est pas ça l'énergie. L'énergie, avant tout, c'est une grandeur physique, et c'est une grandeur physique qui caractérise le changement. C'est à ça que ça sert. Les physiciens se servent de l'énergie pour caractériser le changement d'état d'un système. Donc l'énergie, c'est le changement. Et ce que l'économiste compte avec des euros, c'est-à-dire un empilement de valeur ajoutée, le physicien peut très bien le compter en joules, c'est-à-dire une succession de transformations. C'est la raison pour laquelle, une des choses qui a été dite tout à l'heure par Patrick, c'est que plus d'énergie, c'est plus d'économie, mais parce que c'est très exactement le même processus que vous mesurez avec deux unités différentes. Et donc, vouloir plus d'économie avec moins d'énergie, on n'est pas très loin de se rapprocher de la quadrature du cercle. Or, c'est très exactement ça qu'on veut quand on commence à parler d'énergie propre. On n'est pas très loin de vouloir rendre un cercle carré. Donc on est arrivé à l'heure des choix. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. On est arrivé à l'heure des choix. À un moment, il va falloir qu'on se mette d'accord avec nous-mêmes et qu'on se dise, est-ce que ce qui compte d'abord, c'est de rester sur une planète qui va pouvoir supporter et qui est gratuite dans l'économie. Je vous rappelle que les ressources naturelles sont à zéro tant que l'homme n'y a pas touché. Hein. C'est M. Say et ses copains qui ont dit ça. Donc la planète, tant qu'on n'y a pas touché, elle est à zéro dans nos comptes. Hein. Donc c'est évident que son amortissement, on s'en fout complètement. Bon. Donc il va quand même falloir qu'on se mette d'accord avec nous-mêmes, aujourd'hui, c'est à ça qu'on est arrivé, sur est-ce qu'on veut la durée, auquel cas on aura la contraction économique, ou est-ce qu'on veut la fête économique tant que ça passe, et à ce moment on n'aura pas la durée. Et on est vraiment aujourd'hui à l'heure des choix, et c'est le débat sur l'énergie qui permet de comprendre qu'on est arrivé à l'heure de ce choix. Voilà. Et je vais finir juste aussi en disant que je suis arrivé maintenant à un âge où je peux sortir des sentences de vieux cons. Vous vous rappelez, pour les plus jeunes dans cette salle, qui sont nombreux et tant mieux, qu'un de vos profs vous a sûrement déjà raconté qu'on ne savait pas bien résoudre un problème qui était posé de travers. En ce qui concerne l'énergie, malheureusement, le plus souvent, le problème est posé de travers. Donc, prenez le temps de vous documenter, c'est là-dessus que je vais terminer, pour comprendre comment le problème se pose, ça ne sera pas du temps de perdu. Merci. Deux remarques d'économistes aussi, mais qui ne partent pas dans la même direction, et qui poussent sans doute un peu de pessimisme aussi. Première remarque, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le retour au nationalisme économique. Les Américains taxent les importations, les Chinois rendent la vie difficile aux entreprises étrangères, l'Inde, Patrick le disait aussi. Et ce nationalisme économique, il est quand même extrêmement incompatible avec le traitement d'une externalité mondiale qui est le climat. Vu d'un pays ou d'une région, le problème climatique n'a pas beaucoup d'importance et ses émissions propres de CO2 n'ont pas d'effet négatif particulièrement sur son économie. Donc j'ai du mal à imaginer qu'on arrive à une solution globale dans un environnement où ce nationalisme économique est en train de monter. Deuxième remarque, nous vivons depuis 20 ans de plus en plus avec une exigence de rentabilité du capital qui est beaucoup plus élevée que ce qui est normalement le cas. Aujourd'hui, l'exigence mondiale de rentabilité du capital, elle est entre 12 et 15% par an. Peut-être pas chez Total, mais ça viendra. Et donc, on voit que le calcul privé économique ne va pas permettre de traiter le problème de climat, parce que comme le disait Patrick, le problème de climat, ce n'est pas un problème à actualiser à 12%, le problème de climat, il n'existe pas. Hein. Et donc le niveau d'intervention publique qu'il va falloir pour forcer les agents privés à passer par-dessus une exigence de rentabilité à 12 ou 15%, il est absolument considérable, et c'est sûrement pas seulement 30 € la tonne pour le CO2, c'est une intervention publique beaucoup plus forte que ça qui va être nécessaire. Merci. Bravo. Bon, non mais je pense que bravo Jean-Marc, brillant.
Il y avait un vrai polytechnicien sur cette pièce, sur cette scène, c'était lui. Les autres... Simplement, tu as parfaitement posé le problème, mais franchement, aujourd'hui, le vrai débat, c'est que la réponse à la question que tu poses est totalement divergente entre les pays émergents et les pays développés. Et moi, je suis de plus en plus frappé sur ce sujet, pour voyager sur cette planète. Chaque fois que je reviens, on ne parle pas du tout de la même façon, ici, en Europe, pays OCDE développés, et dans les pays émergents. Et les pays émergents, ils sont plus nombreux que nous. Il ne faudrait quand même pas l'oublier quand on parle de ce débat. Deuxième commentaire que je veux faire... Isabelle a une formule qui est intéressante. Elle a dit finalement c'est une question de savoir s'il est réconcilié le citoyen et le consommateur. Mais moi je voudrais être sûr que les citoyens ont fait comme s'il est évident qu'ils adhèrent à cette politique que tu viens de décrire, de moins de croissance, etc. Ça ne me paraît pas du tout évident. D'abord parce que le débat est extrêmement complexe et que malheureusement sur ce sujet-là, alors que c'est un sujet très fondamental, et je suis frappé du fait qu'il est traité à l'emporte-pièce avec des formules. Tu as dit 350 fois, on dit que le véhicule électrique va tout régler, donc il va tout régler. Il ne réglera rien du tout. Je peux dire, pour être... maintenant, on a acheté une société de batterie. Eh bien, le lithium-ion, c'est super compliqué. Et le jour où on se posera la question de recyclage des batteries lithium-ion, eh bien, on va avoir un énorme problème sur cette planète. Donc, je trouve qu'on a un manichéisme sur ce sujet qui empêche d'avoir le vrai débat et qui empêche d'ailleurs les citoyens de se prononcer vraiment. Donc, croire que les citoyens se sont prononcés en faveur d'une écologie à long terme, c'est pas du tout évident. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que quand on parle encore une fois du consommateur, alors lui, par le contre, il réagit tout de suite, il n'y a pas de doute, il est contre la hausse des prix de l'énergie. Ça, je peux vous dire. Et c'est vrai, y compris chez nous, ici. Et donc c'est assez compliqué d'expliquer à des pays en développement que ce qu'on ne veut pas faire chez nous est bon, parce qu'ils nous écoutent. Troisième message d'optimisme, c'est la technologie. Je suis depuis 20 ans dans ce monde de l'énergie, et franchement, le monde d'aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qu'il était il y a 20 ans. Il y a des choses dont on ne parlait pas, qu'on n'imaginait même pas il y a 20 ans ou il y a 10 ans. Donc il faut croire, et c'est une vraie difficulté, que de se projeter à 2040-2050, parce qu'on fait de la prospective avec l'état des techniques qu'on a. Et c'est très compliqué, mais franchement, il y a 20 ans, on ne parlait pas d'éolien, on ne parlait pas de solaire, on ne parlait pas de lithium-ion. Même il y a 3 ans, est-ce que vous croyez que les constructeurs automobiles vous parlaient que leurs véhicules seraient électriques? Non, ce n'est pas vrai. Donc le monde bouge très 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 vite. Et ça me rend très optimiste malgré ce qu'on a dit. Parce que je crois qu'à un moment, alors simplement, il faut continuer à faire des efforts, les technologies émergeront. Et il y a des acteurs, et là, il ne faut pas s'attendre seulement que les États et les politiques publiques, il faut que les acteurs que nous représentons, les acteurs privés, on se prenne par la main nous-mêmes. Et vous savez, quand une entreprise comme Total tient le discours consistant à dire « mais moi j'investis dans des énergies renouvelables, je suis prêt à distribuer sur mes réseaux de stations-service des recharges électriques, mettre du gaz vert, du gaz naturel véhicule », c'était impossible il y a 5 ans. Parce qu'il y a 5 ans, mes patrons des stations-service, ils voulaient du pétrole, point à la ligne. Donc les mentalités bougent, et c'est assez important. Et si les mentalités bougent, il faut être optimiste parce que derrière, les technologies suivront et on mettra les investissements sur ce qu'il faut. Alors peut-être pas assez vite pour empêcher d'être à 2,5 degrés, mais restons tous positifs, optimistes parce que sinon il n'y a plus qu'à fermer le dossier. Merci. Ce que je trouve intéressant dans ce débat, on l'a vu tout du long, c'est que il y a, au-delà des différences d'angle et de point de vue, on voit bien qu'il y a énormément de sujets qui sont pas encore surmontés, de sujets technologiques en particulier, de sujets d'économicité aussi. Maintenant, moi, Toro a raison. Ce que je pense, c'est qu'il y a un mouvement qui est parti, qui est absolument irréversible, et qui est de l'ordre du changement de perception, de l'ordre du changement d'aspiration, on appelle ça comme on veut, qui d'ailleurs de mon point de vue touche pas seulement l'énergie. Regardez le changement qui est en train de s'opérer dans la façon de consommer les biens de consommation alimentaire par exemple. Tout ça, je pense que c'est un peu la même tendance, et la raison pour laquelle, mais ensuite chacun joue avec ses cartes évidemment, hein. Mais nous avons fait ce choix de nous profiler de manière à accompagner ce mouvement, puis de jouer un peu un rôle d'ouvreur, alors sans prendre de risques inconsidérés, et on a la chance d'avoir un socle d'activité qui est très solide. Donc on peut se permettre ça. Moi, je pense que le rôle des pouvoirs publics, c'est aligner les règles du jeu. Je vais vous donner un exemple.
au-delà même du CO2, qui est un exemple excellent aussi, mais dont on a suffisamment parlé, je crois, et qu'il faut mettre en place, évidemment. En tant que groupe industriel, nous sommes en permanence, nous, confrontés à des injonctions paradoxales, mais massives. C'est-à-dire qu'à la fois, on nous dit préparez le long terme, investissez dans la technologie, et à longueur de conférences aux États-Unis, j'étais il y a 4 semaines, la conférence Bloomberg, c'était le thème majeur, et toute la planète économique et toute la planète des financiers était là pour le dire. Puis il n'en reste pas moins que quand vous présentez vos résultats au trimestre, ce qui nous arrive donc par définition assez souvent, on vous challenge quand même sur les résultats d'hyper court terme. Donc il faut arriver à jongler avec les deux, on n'a pas le choix. Nous, on doit être à la fois en préparation du long terme et pour autant tout à fait au rendez-vous des performances de court terme, parce que c'est la loi du genre. Voilà, j'espère qu'à un moment donné, et on y arrive, hein, c'est héroïque de la part de nos équipes d'ailleurs, on arrive à vendre, nous, 20% de nos activités, je vous ai dit 15 milliards tout à l'heure, c'est près 20% de nos activités, sans baisser d'un euro notre résultat net. Comment on fait ? Eh bien écoutez, on a décidé d'être super performant, c'est-à-dire qu'on a fait des économies absolument partout, mais ça relève un peu de l'héroïsme. Mon message, c'est de vous dire, je pense qu'il va falloir à un moment donné faire un tout petit peu évoluer les règles du jeu pour que l'ensemble des groupes, si c'est ce qu'on veut évidemment, hein, bascule un peu dans cette logique sans qu'il y ait besoin forcément d'être héroïque. Voilà. Merci. Merci à vous de votre attention. Très bonne fin de journée.